à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Et nous traitons pour une deuxième chronique nous traitons du sujet de l'intelligence artificielle et ChatGPT 4 et 5. Et nous allons faire un petit tour d'horizon par rapport aux différentes activités humaines et sur les bénéfices et les risques. Dans un premier temps, je voudrais parler du domaine des sciences et qui semblerait relativement à l'abri de ChatGPT 4. Pourquoi ? Parce que des notions d'esprit également. Pourquoi ? Parce que la science va aux sources, expérimente, etc., etc. Et on ne peut pas demander à ChatGPT d'expérimenter, n'est-ce pas ? Il va chercher dans des banques de données, Lisa. Oui. Oui, en fait. Déjà, bonjour oui. Lisa, j'ai démarré tout de suite très très vite. Bonjour Lisa. Bernard. Oui, on reprend en fait la Lisa, suite de notre première chronique. De l'espace numérique, de la médiathèque de Guichen. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre première chronique, j'ai expliqué en effet que ChatGPT n'est pas fiable dans ses réponses puisqu'il travaille sur une base de données finie et qu'il n'est pas là comme les chercheurs pour sourcer son travail, faire des comparaisons. Il est là pour donner une réponse pratico-pratique, voire même simplement plausible en fait à son utilisateur ou son utilisatrice. Donc en termes de recherche, on n'est pas encore au point de se dire que les intelligences artificielles vont remplacer nos chercheurs. Par contre, pourquoi pas faciliter le travail si on arrive à corriger les problèmes de ChatGPT en termes de réponse et de plausibilité dans ce qu'il cherche. J'ai lu récemment, il faut que je le relise d'ailleurs, un article dans Philosophie Magazine qui se demandait si l'on pouvait faire de la philosophie avec ChatGPT. Qu'est-ce que vous en penseriez, Lisa, à vous ? Bon, alors ce que j'en pense, c'est qu'on est encore à un stade très expérimental de l'intelligence artificielle. Et ce qui s'est passé là avec ChatGPT, c'est qu'on a eu un coup de com' énorme en fait, où on a mis le projecteur sur les intelligences artificielles, les IA. Mais c'est quand même un domaine qui évolue vite. Vite, mais avec des gros freins, des gros freins éthiques, moraux, des freins économiques et écologiques aussi, puisque le coût de l'IA en termes d'énergie et d'argent est monumental. Donc on n'en est pas encore à cette utopie-là, Bernard. Oui. J'ai lu aussi quelque part qu'on a fait passer le concours pour être avocat à ChatGPT 4, je crois. Et ça a marché ? Il a réussi. Il a réussi, oui. On a aussi vu déjà des concours d'art remportés par des intelligences artificielles, notamment Midjourney qui a gagné, qui a été la première IA. Alors voilà, qui a gagné ? Est-ce que c'est l'IA qui a gagné ou est-ce que c'est la personne qui a réfléchi l'image en fait, qui n'a pas de compétences graphiques, mais qui par base de mots-clés a su générer une image qui a gagné le concours. Donc voilà, les intelligences artificielles, depuis longtemps, on le voit, peuvent donner l'illusion qu'elles sont intelligentes, mais en fait, c'est simplement de l'apprentissage pour le moment. On l'a vu pour les intelligences artificielles qui jouent au Go, qui jouent aux échecs, par exemple. Il y a eu, je crois, des cas où l'intelligence artificielle a gagné. Oui, tout à fait. Elles gagnent, elles apprennent, en fait. Elles apprennent les programmes, elles apprennent les façons de jouer, et elles apprennent à répondre à ce que l'humain peut leur mettre en face. Là, on passe juste au niveau au-dessus, on n'est plus sur un plateau de jeu, on est sur de la conversation, ou en tout cas un semblant de conversation, et sur de l'image, de l'art, et on dit que l'art est quand même le propre de l'homme. Tout à fait. Il y a une courbe là que j'ai vue aussi dans un magazine, disant que le nombre de paramètres en milliards a augmenté dans des proportions importantes. Ça a démarré par BERT,
Et ensuite, Robert A, GPT-2, T5, Turning NLG. Et GPT-3, ça a été une exponentielle carrément, une courbe exponentielle, c'est important, c'est énorme. Oui, c'est énorme et je pense que c'est le modèle économique de OpenIA, du coup la firme qui est derrière ChatGPT, qui est donc, comme son nom l'indique, qui était open source, donc en fait qui prônait le partage des savoirs et qui permettait à tout un ensemble de chercheurs et de chercheuses de travailler ensemble sur la question, ce qui a fait une avancée fulgurante dans le domaine des IA. Par contre, par exemple, un étudiant qui fait une thèse ou un mémoire, peu importe, pour faire sa bibliographie, il peut utiliser l'intelligence artificielle. Peut-être pour la mettre en forme. Pour la mettre en forme. Hein. Par contre, pour aller chercher des sources, ça reste à voir, puisqu'on a déjà eu des cas où ChatGPT, par exemple, nous disait que Simone Veil avait été présidente de la France. Ah bah oui. Voilà. Donc en termes d'histoire et de justesse, à vérifier. Ça peut être une aide. Par exemple, pour le moment, ChatGPT est capable de produire du code informatique dans un langage, donc si ça vous parle par exemple en C++ ou en Java. Cependant, il prend du code, il prend le premier qu'il voit sur Internet, ou en tout cas celui qui ressort le plus, ce qui n'est pas forcément un bon code, mais qui est une base de travail pour les professeurs en université, en école, pour permettre justement à leurs étudiants d'aller chercher les erreurs. Voilà, donc ChatGPT génère, mais peut-être pas forcément juste. En tout cas, ça peut permettre comme ça d'aller chercher la petite bête, d'aller améliorer et de continuer à développer son esprit critique via les réponses de cette intelligence-là. Alors, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'enseignement, est-ce que vous voyez, vous, dans le futur, un robot à la place du professeur d'histoire-géographie ou du professeur de maths? Qu'est-ce que vous en pensez, Lisa? Non, peut-être pas quand même. Je pense pas qu'on soit encore en train de parler de remplacer nos cerveaux par l'intelligence artificielle. Peut-être plutôt de le remplacer remplacer des tâches, on va dire, plus aliénantes, notamment, je pense, dans les rédactions de journal sur Internet où il faut rédiger à la page, peut-être à la pige, avec une modification du travail de pigiste où on est plutôt sur de la correction de contenu. Ouais. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle puisque la grève des scénaristes aux États-Unis, c'est à cause de ça en partie. En tout cas, dans le domaine de l'éducation, on est plutôt sur des questions de comment utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que l'interdire pour le moment, ça ne fonctionne pas. On a déjà des étudiants qui l'utilisent pour leur rendu, donc comme leur mémoire ou leur thèse, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, il va plutôt être question de former les professeurs pour utiliser cette intelligence artificielle-là, ChatGPT en particulier, pour l'intégrer comme outil, en fait. Oui. Comme on a longtemps boycotté, on a longtemps interdit Wikipédia, par exemple. Puis finalement, maintenant, on commence à l'introduire petit à petit dans les écoles comme source plausible. Oui, à travers, par exemple, une classe, on va dire, d'une trentaine d'élèves, ou ça peut être un amphithéâtre de 100 ou 150 élèves, à travers les rendus qu'ont donnés les étudiants, peut-être que ChatGPT pourrait classer, pas classer je veux dire, mettre en place les travaux faits par les étudiants sans les évaluer. Hein. Bien sûr, ce serait au professeur d'évaluer. Et donc, peut-être ce serait un outil intéressant pour le professeur. Ça pourrait être aussi un outil intéressant pour les élèves, par exemple en travaux de groupe, pour aller chercher des notions facilement sur Internet, bien sûr en les reprenant après derrière, puisqu'on a vu que ChatGPT est capable d'agréger beaucoup de contenu très rapidement. Par contre, dans le style d'écriture, ça reste quand même assez plat et peu vivant. Donc voilà. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Autre aspect aussi, malgré tout, des élèves pourraient être tentés de faire une dissertation sur Zola, par exemple, et de poser la question comment Zola voyait la condition ouvrière à son époque. Et donc, ChatGPT pourrait sortir quelque chose. Et
comment le professeur pourrait détecter que ce n'est pas l'élève? Pour le moment, on va se fier au style et on va se fier aussi à la véracité des informations. Est-ce que ChatGPT va nous ressortir, par exemple, un passage de l'œuvre de Zola, où là, on voit que c'est du plagiat, puisque l'intelligence artificielle, ChatGPT, n'est pas capable de faire la différence pour le moment entre un contenu produit, un contenu plagié, il ne cite pas ses sources. Donc, ça peut être un indice pour le professeur. On va aussi pouvoir voir si, par exemple, on a 3-4 élèves qui ont utilisé l'intelligence artificielle. Au niveau du ton et des réponses, ça va être pareil que de copier sur son voisin. Et au-delà de ça, moi, je me pose la question, les élèves qui l'utilisent, cette intelligence artificielle-là, pourquoi se sentent-ils le besoin de l'utiliser? Est-ce qu'ils sont dans la bonne filière? Est-ce que ça les intéresse vraiment, les études qu'ils sont en train de faire? Voilà, est-ce que ça peut pas être aussi un indicateur de repérer qui est en train de décrocher, qui est en train de perdre un petit peu la motivation dans sa classe? Oui. Alors, il paraît qu'aussi le style, l'orthographe est trop parfaite presque avec 1 et 2, le style est relativement plat, les nuances ne ressortent pas. Il y a différentes pistes qui permettent de ressentir qu'il y a un problème là. Oui, en fait, ChatGPT a été conçu pour être neutre, à la fois dans son ton, dans ses réponses. Donc forcément, ça manque de cette petite étincelle qui fait de nous des humains. Elle ne bafouille pas, elle ne parle pas en abrégé. Voilà, elle a des tournures de phrases très classiques, dans un style même carrément ennuyant, on dit certains journalistes. Oui. Là, je propose de passer aussi à un autre sujet qui a à voir un peu avec la science. Je voyais un article, le CHU de Rennes est un des premiers à disposer de robots chirurgicaux et ça risque de révolutionner pas mal de choses. En l'occurrence, c'était au service urologie de l'hôpital de Pontchaillou de Rennes. Quel est le degré de liberté du chirurgien dans ces cas-là? Est-ce que tout est plus ou moins programmé Alors le chirurgien a quand même la main sur la machine et bien sûr les équipes médicales sont en discussion avec les équipes techniques des robots qui arrivent dans les centres médicaux. Alors quand on parle de robots, d'IA, c'est vrai qu'il y a quand même deux choses différentes. Là on a beaucoup parlé de ChatGPT qui est en fait qu'une sorte d'intelligence artificielle bien précise, qui est un outil de conversation. À côté, en effet, il y a déjà des révolutions qui se font au niveau technologique et technique avec les robots, les intelligences artificielles dans le médical. Là, on parle pas du tout de la même chose, puisqu'on n'est pas du tout sur un robot qui donne l'impression d'être humain. On est sur un robot qui est spécialisé sur une tâche, et du coup qui va de plus en plus loin dans la précision de cette tâche, et là, pour le coup, qui est vraiment une aide. Après, reste à voir au niveau éthique et moral, mais là, je pense qu'il y a des experts qui se penchent sur le sujet, qui est responsable de l'acte médical. Oui. Moi, je pense que c'est avant tout le chirurgien qui est derrière, qui a pris la décision de faire l'acte, qui est responsable de la machine, et après avoir la machine et son concepteur, en tout cas la direction, à quel niveau sont-ils impliqués là-dedans? Il faut pas voir ça comme les robots utilisés au niveau des chaînes automobiles, où alors là... C'est tout à fait automatisé. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'intelligence artificielle? Je crois pas, non? L'intelligence artificielle, je l'avais définie du coup au premier épisode. Je reprends mes notes. Oui. Rappelez-nous. Oui, voilà que c'est l'intelligence artificielle, donc qui date, on peut la remonter aux années 50, donc avec Alan Turing, qui lui se demandait si les machines étaient capables de penser. Mais de façon globale, on dit que les intelligences artificielles, ce sont avant tout des programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches. D'accord. Donc voilà. Donc en termes d'intelligence, nous, en tant qu'humains, c'est pas comparable à l'intelligence informatique c'est trop large, quoi. Une machine qui va faire des voitures Renault à la chaîne, est-ce qu'on peut comparer son intelligence à une machine qui va nous parler comme ChatGPT? Puisqu'au final, elles font la même chose, toutes les deux, elles répondent à un programme. Tout à fait. Alors justement, parlons un peu informatique. L'informatique de demain, alors une des caractéristiques les plus marquantes de ChatGPT 4, c'est la capacité de générer du code, des codes. Et des codes, il y en a
à l'appel, en quelque sorte. Et donc ça, est-ce que ça va pas être, on va dire, une réduction importante du nombre de programmeurs, par exemple? Quelles pourraient en être les conséquences, selon vous, Lisa? Pour le moment, les conséquences de ChatGPT qui génère du code, elles sont surtout visibles dans le mauvais côté, on va dire, de l'informatique, c'est-à-dire du côté cyberattaque, du côté hacking, puisque on a déjà des groupes de hackers qui utilisent ChatGPT pour générer, par exemple, des faux emails, on dit des emails de phishing, pour piéger les utilisateurs, utilisatrices d'Internet, qui l'utilisent aussi pour faire du code malveillant très rapidement, et peu importe s'il est buggé, le but c'est de bloquer la machine de la personne le plus rapidement possible. Donc là, on a des grosses questions en effet de subsistance en fait qui se posent. Et du côté programmeur et programmeuse, pour le moment, ce n'est pas un outil ChatGPT qui est assez fiable. En fait, il y a beaucoup d'erreurs dans dans le code proposé par l'IA. Donc, à voir s'il y a plutôt des métiers intermédiaires qui se montent, de correcteurs de code, ce genre de choses. Mais ChatGPT n'apprend pas le langage informatique, il ne fait que le recracher. Donc ça sert à ceux qui ont besoin malheureusement d'argent ou de chantage, donc aux hackers. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Maintenant, parlons un peu des fake news. ChatGPT ne serait-il pas ou ne pourrait-il pas être, il l'est probablement en partie, un vecteur de désinformation? ChatGPT peut permettre de générer davantage un certain nombre d'articles dont on ne peut pas vérifier la véracité, par exemple. C'est vrai. Et ChatGPT a quand même des limites intégrées dans son programme, des limites éthiques qui ont été conçues par les équipes. Ou si on lui demande, par exemple, je sais pas, quelque chose de complètement absurde, on lui demande un justificatif pour expliquer que la Terre est plate, il va refuser de répondre, ou en tout cas, il va indiquer qu'il s'agit d'une théorie complotiste, et qui ne peut pas accéder à la requête de l'utilisateur. Donc il y a quand même un peu des garde-fous qui peuvent être contournés si on lui fait passer ça sous couvert de fiction, sous couvert de je suis scénariste, j'ai besoin d'un pitch, voilà. Toujours est-il que je pense que c'est repérable ce que ChatGPT peut ressortir. Notamment, on en a parlé tout à l'heure là dans son style plat et très froid. Voilà, il est plutôt du côté des images, je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, ChatGPT refuserait de donner des arguments climato-sceptiques en soi. Il peut le refuser. Par contre, si on déguise la question, il va y répondre. Si on lui dit « propose-moi un discours climato-sceptique », là, il va le faire. Oui, il va le faire. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est à la charge de la personne qui va ensuite utiliser ces écrits-là de citer comme source ChatGPT. Puisque ChatGPT, lui, ne va pas indiquer d'où viennent ces réponses. Autre aspect important, l'aspect énergétique. Aller chercher des données, faire tourner en quelque sorte ChatGPT est très énergivore. Oui. Lisa, oui. Oui, c'est assez énergivore. On en parle, comme on en parle d'ailleurs de l'industrie de la crypto-monnaie, qui pose vraiment des gros soucis énergétiques puisque cela demande des gros serveurs informatiques qui tournent non-stop pour avoir une réponse très rapide donnée aux usagers. Je lisais que faire tourner ChatGPT à plein régime pendant 1 an émettrait jusqu'à 8 tonnes de CO2. C'est énorme. Et d'ailleurs, la ville de New York a déjà interdit ce qu'on appelle des centres de serveurs. Enfin, alors j'ai plus le terme exact, mais en gros des entrepôts ou des appartements où il y a que des serveurs informatiques qui tournent en boucle, des mines. Voilà, c'est ça, pour faire du minage de crypto-monnaies. Donc la ville de New York a interdit ces zones-là parce qu'en fait, ça réchauffe trop l'atmosphère de la ville. Tout à fait. Ça pourrait être un moyen de chauffage. Enfin, je rigole. En hiver seulement. Autre aspect intéressant, je pense qu'on sera peut-être appelé à refaire d'autres chroniques dans le futur, c'est l'émergence d'une sorte de mystique pro-intelligence artificielle. Une sorte de... Ce serait,
Vous savez, Henry Kissinger. Henry Kissinger, il a 100 ans. Et avec un autre politique, on va dire, qui s'appelle M. Schmitt, et ils disent qu'ils décrivent une révolution intellectuelle et un défi philosophique et pratique important avec cette intelligence artificielle. Et ils complètent en disant « La science des Lumières accumulait des certitudes, la nouvelle intelligence artificielle génère des ambiguïtés cumulatives. » Intéressant, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très intéressant. Je réfléchis à... Et donc, il va falloir se méfier de ce genre d'approche avec ChatGPT 4 parce que, quelque part, ça pourrait nous amener à abolir plus ou moins notre esprit critique. Et pour en venir à la médecine, on en parlait tout à l'heure, à quel moment, par exemple, les médecins ne se sentiront pas avoir le besoin de remettre en question les réponses que leur logiciel va leur donner. Est-ce qu'ils vont se dire, là, à partir de là, ok, j'agis, à partir de là, je remets en cause ce que le logiciel va me transmettre. Vous voyez ce que Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je me demande même si on ne va pas devoir, tous et toutes, peu importe notre métier, avoir des compétences en informatique pour pouvoir justement avoir un bagage nécessaire pour critiquer ce que nous, entre guillemets, ce que nous donne à manger l'IA. Je pense par exemple, quand on a commencé à utiliser Excel, il y avait beaucoup donc Excel, le logiciel de calcul pour faire des statistiques et de la comptabilité. Il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment dans des recherches, où le logiciel Excel convertissait les données en dates. Voilà. Et du coup, toutes les données étaient faussées et les chercheurs n'avaient pas le recul nécessaire ou alors n'étaient pas formés au fait que ça pouvait arriver, en fait, tout simplement. Et donc, finalement, ces auteurs-là, enfin, cette réflexion menée, c'est se dire que au siècle des Lumières pourrait succéder une sorte de mystique pro-intelligence artificielle. Et ça, c'est un risque parce que ça peut subjuguer en fait, on est déjà un peu... et nos auditeurs et nos auditrices. C'est ça, on est déjà un peu dedans. Oui. On est un peu dedans avec l'immédiateté qu'amène Internet où tout à chacun sur les réseaux sociaux, notamment sont producteurs de contenu, les influenceurs, influenceuses notamment, où on est dans une logique de consommer le contenu sur Internet sans forcément prendre le temps d'aller vérifier les sources, d'aller ne serait-ce que vérifier s'il s'agit d'un partenariat rémunéré et donc que la personne le dit de bon cœur ou parce qu'elle a été payée pour. Et j'ai lu du coup dans l'article qu'on cite depuis tout à l'heure, qui est un article du coup de Science et Vie, qu'on est un peu dans ce qu'on dit l'âge d'or, l'IA est dans l'âge d'or qu'a pu connaître en fait l'iPhone, où c'était la nouvelle technologie du moment et c'était très dogmatique, où on encensait même le CEO du coup d'iPhone, et là on fait un peu la même chose. Enfin, certains peuvent le faire, notamment avec Mark Zuckerberg, il est un peu en train de descendre, mais avec Elon Musk plutôt du coup, qui en plus a repris Twitter, qui est sur Tesla, enfin voilà, qui est un peu cette espèce de gourou de la nouvelle technologie qui va nous amener vers un futur idyllique, et on questionne pas tant que ça fonctionne, quoi. Alors, à travers cela, on se demande peut-être s'il ne faut pas faire une petite pause. Enfin, on en parle en France. Je crois qu'en Italie, il y a quelque chose qui se passe. En Italie, oui. En Italie, aussi aux États-Unis. Donc en Italie, d'abord, ChatGPT a été bloqué d'accès sous couvert du coup d'absence de base légale justifiant la collecte et le stockage massif de données. Voilà. Donc en fait, ce qui fait écho au RGPD, le fameux, le règlement de la protection des données personnelles des utilisateurs de l'Union européenne. Donc ces questions-là arrivent en France aussi. De qui contrôle et qui régule l'IA? On se pose la question dans l'Union européenne. Et dernièrement, là, aux États-Unis, donc c'était le 4 mai,
Ah, c'est tout récent. C'est tout récent, donc c'est tout frais. La Maison-Blanche elle-même a publié en fait une espèce de feuille de route ou pré-feuille de route pour inciter à un développement responsable des intelligences artificielles. Et on a même, donc là ça date un peu, mais fin mars, il y a eu oui c'est ça, à peu près 1000 chercheurs et Elon Musk, encore lui, qui ont signé, là, hein. ouais, voilà, c'est ça. Ils ont tous signé une lettre ouverte, appelant les industries de développement d'intelligence artificielle à faire une pause, notamment une pause de 6 mois, en fait, un moratoire, hein, pour limiter ce qu'ils appellent cette course hors de contrôle et vraiment essayer de réfléchir en termes d'éthique, de morale et de modèle économique aussi, bien sûr, sur ce développement-là. Il y a même le président Biden qui a convoqué les grands acteurs de l'intelligence artificielle pour discuter de ces questions-là. Mais on espère qu'à terme, il y ait aussi la société civile et les chercheurs qui soient entendus et pas que les entreprises. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. L'émergence de mystique pro-intelligence artificielle peut subjuguer les masses comme finalement l'a été le totalitarisme du XXe siècle. Et en l'occurrence, une troisième manière de connaître le monde, de le saisir, de le comprendre, peut émerger. C'est celle qui n'est ni la raison, ni éventuellement l'expérimentation, ni la foi aussi. Ça peut être quelque chose qui pourrait être un danger pour la démocratie. Donc ça, c'est un questionnement que se posaient Kissinger et autres dont je parlais tout à l'heure. L'éthique a une place vraiment très importante à ne pas négliger. Voilà. L'éthique et la morale dans l'IA, dans les travaux liés à l'IA qui existe déjà, qui a simplement besoin d'aide pour ne pas se faire dévorer par les aspects économiques et idéologiques, puisqu'on a beaucoup parlé de ChatGPT dans les médias, ce qui était un gros coup de com' en fait, finalement, par rapport aux avancées qui sont marquantes, mais qui en fait ne font que suivre le fil de l'évolution numérique. Et qui malheureusement laisse peu de place au développement de l'esprit critique. Donc dès par exemple le primaire, si ChatGPT devient un outil utilisé dans les écoles. Donc pour moi, il est vraiment important de vraiment se focaliser sur ça, on continue de développer son esprit critique par rapport à ce qu'on voit sur Internet. En fait, c'est de l'éducation aux médias, ce que fait d'ailleurs Radio Laser déjà, ce qu'on fait au collège. On essaye de garder son esprit critique, bien sûr, et de continuer à questionner notre vision du monde via l'éthique et la morale. Non, il est très bien votre message là, Lisa. Un beau mot de la fin. Un beau mot de la fin. Moi, je conclurai aussi en disant... en revenant, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si j'ose dire, sur l'image d'Odyssée 2001, d'Odyssée de l'espace. C'est finalement ne pas être dominé par sa création, par ce que l'on crée, jamais. Et donc, cette notion de bénéfice-risque, il est important de l'évoluer et de continuer, parce qu'on le fait actuellement, à rechercher une éthique optimale, si j'ose dire, d'utilisation de l'intelligence artificielle et particulièrement de GPT, et puis de bien contrôler les découvertes à venir, oui, en ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle. Alors nous avons fait un petit tour là sur l'intelligence artificielle et GPT-4, Lisa, et peut-être qu'on sera ramené à en reparler en fonction de l'évolution, là, puisqu'il y a une petite pause apparemment, et donc on sera sûrement appelé à en reparler. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Bernard, de m'avoir invité dans vos chroniques. On refera ça un autre jour, c'est-à-dire peut-être en octobre ou novembre, on verra ça. On vous souhaite en tout cas un très très bon week-end et prenez soin de vous. Gardez l'esprit critique. Gardez l'esprit critique tout en restant curieux. Merci Lisa. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Merci.